si la pédagogie explicite est structurée et actuellement notée un peu partout dans l'apprentissage fondamental, il est important d'éviter un débat qui n'existe pas et qui oppose ces deux approches. Il s'agit plutôt de voir quelle est l'approche qui convient le mieux au niveau de l'enfant et qui lui permet de mieux apprendre. Et le constat est que le guidage accentué offre l'apprentissage explicite et la mise à disposition de fiches structurées aux enseignants facilite l'interaction entre l'enseignant et les élèves. Elle permet d'éviter la surcharge cognitive qui présente aux élèves qui, face à une situation didactique qu'ils ne maîtrisent pas et qui présentent des contenus nouveaux, a du mal à comprendre. C'est pourquoi la tendance est de privilégier le guidage dans les premières années de scolarité où l'enfant n'a pas encore des connaissances de base solides qui lui permettent de comprendre les situations d'apprentissage et qui lui permettent d'agir sur l'objet d'apprentissage. La tendance donc va vers l'application de la démarche explicite et structurée, compte tenu des faibles résultats enregistrés dans les années passées avec l'application de la démarche par découverte, notamment dans des contextes d'apprentissage difficiles que la plupart de nos pays vivent. Au-delà de cette question sur le choix de l'approche didactique, des points importants sont sortis des échanges. Le choix d'un enseignement bilingue basé sur la première langue de l'enfant avant de passer à une langue seconde qui facilite les apprentissages fondamentaux. La nécessité de mettre à disposition du matériel pédagogique adapté à l'approche choisie et en quantité suffisante. La mise en œuvre d'un dispositif de développement professionnel avec des formations initiales et continues, mais aussi portant sur la didactique et le renforcement linguistique entre autres, mais également un accompagnement continu des enseignants avec des stratégies de coaching très souples et collaboratives qui permettent à l'enseignant de s'inscrire dans un projet continu d'amélioration professionnelle. Une question assez essentielle a été également notée pour le soutien aux enfants en difficulté avec des stratégies de rémédiation intégrées dans les heures normales de classe, mais également en dehors des heures de classe, à l'image de Ndaoundé qui est développé par ARET dans certaines IF et qui permet de prendre en charge les enfants qui sont en difficulté pour les soutenir pour qu'ils puissent avoir le même niveau que les autres enfants. Un autre point également qui a été noté, c'est une bonne gestion des données avec un suivi régulier de la mise en œuvre et une utilisation des données collectées pour leur utilisation afin d'améliorer les pratiques. Sur la question des ressources humaines, il a été noté la question de la langue qui pose souvent problème dans le choix des enseignants. On est dans une réforme et il y a déjà des enseignants qui sont en place et d'autres qui sont régulièrement recrutés. La question de la maîtrise de la langue par l'enseignant est très importante dans les enseignements français. C'est pourquoi il est recommandé d'assurer une bonne gestion des enseignants en prenant en compte dans le recrutement et dans le déploiement le profil linguistique. L'autre point que je vais signaler, c'est le pilotage. Dans les réformes, nous avons besoin d'un pilotage systémique, inclusif et participatif, qui implique tous les acteurs, les institutionnels qui assurent le pilotage, le portage institutionnel qui garantit le respect des orientations nationales, les partenaires techniques et sociaux qui peuvent apporter des contributions importantes avec les innovations nationales et internationales, et les communautés qui doivent adhérer, comprendre la réforme pour mieux accompagner les enfants et leur apporter un soutien à domicile. Il nous faut donc dans nos réformes un mouvement national et pour cela, la communication et la mobilisation communautaire constituent un grand défi. Cela permet, au-delà de l'adhésion de tous, de mobiliser des financements endogènes avec des ressources publiques d'abord, mais également avec des financements extérieurs des partenaires, que ce soit les partenaires techniques financiers, que ce soit la société civile, les organisations de la société civile, mais aussi les communautés qui peuvent apporter des contributions à travers les collectivités territoriales. Voilà une petite synthèse du panel qu'on a eu hier, et j'en profite pour remercier tous les panélistes, remercier aussi le professeur Mbaké qui a animé le premier panel,
Et merci aussi à tous qui ont apporté des contributions à travers des questions très pertinentes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rokhaya, je reste sur l'espace, s'il te plaît. Merci beaucoup Rokhaya, merci beaucoup à son groupe, puisque c'est la rapportrice, tu peux t'asseoir. C'est la rapportrice du groupe numéro 1. Donc bravo à tous ceux qui ont participé à ces travaux et merci pour cette synthèse. Donc elle reste sur l'estrade, puisque comme je le disais, notez vos questions, vos commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. Et une fois qu'on aura eu la présentation des 5 groupes, on aura l'occasion de réagir et de poser des questions. Je vais maintenant, I'm going to call for the rapporteur for group number 2. So group number 2 was secondary education and transition to livelihoods that we had and that was facilitated by the Mastercard Foundation. And I believe we have Sam Adela who's going to be the rapporteur. So Sam, over to you. Under your applauses, of course. Good morning. Good morning, everyone, and thank you so much for the opportunity. And my name is Samuel Adela, and I'm the Mastercard Foundation Senior Director for Secondary Education and Transitions. Standing on the protocols already observed, it's a pleasure to join you in this morning to share a few reflections from yesterday's Secondary Education and Transition Working Group discussion. Before I do that, I would like to acknowledge and thank many individuals and organizations who attended the group discussion, the session, and made the discussion rich, productive, and very thoughtful and engaging throughout the afternoon. We began our discussion with a panel of 4 remarkable young women who generously shared their experiences, their lived experiences, and what they know with honesty and openness, and also they showed their leadership while they shared their insights. Apologies if I am not pronouncing their names properly, but Dioba, Oluli, Safiatu, and Maria was with us. Thank you so much for joining us, and you made the session very productive and very lively because you brought the evidence, and we believe that you were the evidence in that room. The young woman did far more than participation in that discussion. They helped shape the discussion itself. The experience challenged our assumption, grounded us in reality, and reminded us why this work matters a lot. A clear message emerged from these stories. Young people are ambitious, they are resilient, they are trainable, and they are ready to contribute. But too many are navigating the journey.
morning again. Est-ce que vous m'entendez? Génial. This is one of the challenges young people are facing in the rural and the remote areas. Et voici un des challenges que les jeunes font face dans les communautés rurales et So young people are ambitious, trainable, and they are resilient. Les jeunes sont pleins d'ambition et prêts à apprendre et surtout ils sont résilients. But they are facing challenges such as limited support, insufficient guidance, and pathways that are not clear. Ils font face à beaucoup de limitations qui sont le manque de direction, il n'y a personne pour les guider, et aussi le futur n'est pas clair, il manque de possibilités devant eux et d'opportunités. Young people are asking us to lower our expectations. They are not asking us to lower our expectations. They are asking us to raise them. Les jeunes ne nous demandent pas de revoir nos ambitions à la baisse, mais de les aider à s'élever. They want education that leads somewhere. Education that opens doors to further learning, employment, and dignified life, and meaningful participation in society. Ils veulent une éducation inclusive qui leur permette de participer à toutes les niches de la société et qui leur permette d'accéder à un travail digne et épanouissant. Their voices set the tone for everything that followed. In many ways, everything that followed can be tracked back to a simple question raised through their voices. How do we ensure that secondary education translates into opportunity? Alors, de façon générale, une question se pose qui va nous permettre de guider comment on appuie les jeunes. Et la question c'est comment faire que l'éducation, l'enseignement secondaire puisse aider les jeunes à avoir accès à des opportunités. Then we had a group discussion that brings us into 4 different groups. On a eu des discussions de groupe et nous étions séparés en 4 groupes. I would like to also thank those who facilitated the group discussions from our partners, such as Shingu from Camper, Pascaline from EDC, Faye from Peace, and Simi and Akuswa from Junior Achievement Africa. Alors merci à tous les facilitateurs de chaque groupe. On a Faith, on a Simi, on a Pascaline et tous les autres partenaires qui étaient présents. Their leadership helped steer the discussion and helped us to be thoughtful, more focused on the solutions. Et leur présence dans les groupes de discussion permet de focaliser les discussions sur les points les plus importants. We are very grateful for those who participated throughout the afternoon and contributed ideas on the way. Merci à tous ceux qui étaient là tout l'après-midi et qui ont permis de récolter des idées intéressantes et pleines d'opportunités. So we divided the groups into 4, focusing on access and inclusion, completion and progression, teachers, and transition to work. Alors les groupes, nous avions des groupes qui étaient délimités sur la transition vers le travail, l'inclusion et puis l'accès aux opportunités en termes d'enseignement sur l'enseignement secondaire. The first group discussion focused on access and inclusion. Le premier groupe, accès et inclusion. We heard that while many countries have made real progress in expanding access to secondary education, many young people still encounter barriers that prevent them from fully participating and succeeding. Alors, malgré toutes les opportunités qui sont mises en place, on a noté que les jeunes font toujours face à des barrières qui leur permettent d'accéder à des opportunités, surtout au niveau de l'enseignement secondaire. Access is unfinished agenda.
et l'accès et l'inclusion demeurent encore inachevés. Language emerged as an important challenge. We heard examples of young people leaving school not because they lack ability to or the motivation, but because they were being asked to learn in a language that they did not fully understand. Et le langage demeure une barrière importante parce qu'ils ont été contraints à quitter les salles de classe parce que les langues n'étaient pas adaptées à leur modèle d'enseignement. Poverty was another recurring theme, particularly for girls who often face both economic pressures and restrictive social norms. Et puis la pauvreté, entre griffes, est aussi une des barrières qui a été notée parce que les jeunes font face à des barrières économiques et sociales quand il s'agit de cette barrière qui est la pauvreté. The group also emphasized the importance of stronger social protection systems that help families keep young people in school. Et aussi le manque on est dans un écosystème social qui est assez contraignant, qui ne permet pas forcément de garder les jeunes filles dans les écoles. Participants also returned repeatedly to the issue of relevance. Young people want learning that connects to their lives, their aspirations, and the future they hope to build. When education feels disconnected from those realities, engagement suffers. L'autre point, c'était la valeur de l'éducation et l'importance des matières qui sont enseignées et les opportunités qui sont possibles sur place. Donc il y a une déconnexion entre les systèmes d'enseignement et les opportunités qui sont existantes dans l'écosystème. What stayed with most of us from the discussion was a simple reminder that education inclusion is about more than getting young people into school. It is about creating systems where they can succeed once they are there. Alors le rappel, c'est vraiment de garder en tête que le plus important, ce n'est pas seulement de mettre les enfants à l'école, les jeunes, mais surtout de s'assurer que l'écosystème est prêt à les recevoir et que toutes les opportunités sont possibles et tous les systèmes sont mis en place pour leur permettre d'avoir une éducation de qualité. The second group discussed progression and completion. And in this one reality we kept coming back to is that too many young people begin secondary education but never complete. Et le deuxième groupe s'est focalisé sur le système d'enseignement en général, surtout sur le fait que beaucoup n'arrivent pas à terminer leur cursus à un certain niveau. The transition from lower secondary to upper secondary education remains significant drop-off point. Alors, il y a un grand décrochage lorsqu'il s'agit de passer à l'étape supérieure et c'est là où on remarque le gap. Participants reflected on groups who continue to face the greatest risk of exclusion, including girls, learners with disabilities, students with pastoral communities who have a lot of mobility, and boys whose education was disrupted when they entered paid work during COVID-19. Et on note aussi en termes de cibles, les jeunes filles, les personnes vivant avec handicap et aussi les garçons qui ont dû faire aussi un décrochage, surtout pendant la période Covid. The most sobering insight was the many young people leave school because they don't see clear pathway ahead. If education does not appear connected to opportunity, it becomes much harder to stay engaged. Alors encore, ce qu'on note, c'est la déconnexion entre le système éducatif et les opportunités. Quand les jeunes ne voient pas réellement d'opportunités en avant, un peu plus haut, c'est difficile pour eux de vouloir rester dans le système. Donc la déconnexion entre les opportunités et le système éducatif demeure. This led to a call for more intentional approaches to inclusion and for addressing the hidden costs that continue to prevent many learners from completing their education. L'inclusion demeure un point important qu'il faut garder en tête
et aussi tous les autres paramètres cachés qui ne sont pas forcément connus, qui nécessitent d'être mis en lumière pour permettre aux jeunes d'avoir accès à une éducation de qualité. And what's important is, from this discussion, is that dropout rarely happens overnight. More often, it's the result of change that builds over time. It's a gradual process. Le décrochage n'est pas un élément qui apparaît de façon soudaine. Ça prend du temps, donc il y a des causes qui sont cachées en griffe, et le temps qu'elles mûrissent pousse au décrochage. The third group discussed on the education workforce. And one message that surfaced consistently throughout the conversation was no reform succeeds without teachers. What changes we hope to see, whatever changes we hope to see in our education system ultimately depends on people working with young people every day. Alors, le troisième groupe s'est focalisé sur le workforce education, s'assurer que l'écosystème est prêt justement à mettre en place toutes les opportunités possibles pour les jeunes. Continuous professional development, updating teacher preparation to reflect changing realities, and ensuring teachers are equipped not only with subject knowledge, but also with leadership, digital skill, and social emotional skills is critical. Alors, il s'agit d'équiper tous les acteurs dans l'écosystème, que ce soit les enseignants, que ce soit aussi mettre en place des systèmes adéquats, comme le digital, qui peut faciliter à élever le système d'enseignement de façon générale. There was also considerable discussion about how to better support and train teachers in rural and hard-to-reach areas, where attracting qualified educators remain an ongoing challenge. Et aussi un point important qui est d'outiller les enseignants, notamment ceux qui sont dans les communautés rurales, c'est très important, et ça demeure un point d'interrogation et aussi une piste à élaborer. The takeaway was clear. If we want better outcomes for young people, we must invest in the people who support them every day. Et le point est clair, si nous voulons accompagner nos jeunes, il est important d'outiller toutes les personnes dans l'écosystème qui justement contribuent à leur donner une éducation de qualité. Sam, and you're up. 3 minutes, and you're up. Double Exactly, you are doubly impaired. The fourth one is pathway to work and further learning for young people. Participants emphasized that career awareness and work readiness orientation need to begin early in their life. Young people need opportunities to explore career, access mentor, engage with employers, and better understand the pathway available to them. Alors le quatrième groupe s'est concentré sur la transition vers le monde du travail et on a noté qu'il est important d'accompagner toutes les personnes, que ce soit les entreprises, les organisations, mais surtout commencer très tôt à mobiliser toutes ces personnes-là pour s'assurer que la transition vers le travail soit effective. We discussed entrepreneurship, work-based learning, apprenticeship, internships, and many other ways of building the confidence and the skills, the network, and a strong sense of responsibility. Alors pour faire tout ça, il est important de pouvoir mentionner des points tels que les stages, que ce soit les stages le réseautage, donc renforcer le réseautage, tout ce qui est stage et aussi le renforcement de capacité aussi pour leur permettre de pouvoir accéder à ces opportunités. The conversation also explored to create space for young people to influence systems, advocate for themselves, they have agency, and participate in shaping the decisions that affect their future. Il est important aussi de faire des jeunes leurs propres ambassadeurs, de pouvoir militer pour avoir accès
aux meilleures opportunités qui vont renforcer le système éducatif et aussi l'accès à un emploi digne et valorisant. So, if I summarize a few of the messages, so what we heard was success. The question that was asked was success for whom? Yes, yesterday our youth panelists helped answer the question for us. Success is not simply higher enrollment rate. It's not only stronger policies or better systems. Alors, la question demeure, à quoi ressemble le succès et c'est quoi le succès? Et les jeunes nous ont répondu en disant que le succès, c'est pas seulement avoir des politiques qui sont mises en place et des opportunités, mais aussi success is the young woman who stays in school despite the odds stacked against her. Le succès ressemble au fait qu'une jeune fille est capable de rester, de continuer ses cours, de rester dans le système malgré les barrières. Donc les barrières sont là, mais la jeune fille, ça ne l'empêche pas de continuer son cursus. It is the learner who can see a clear connection between what they are learning today and the opportunities available tomorrow. Et c'est aussi ce qui leur est enseigné en lien avec les opportunités sur place. It is the young person who leaves school with hope, confidence, skill and choices. C'est le jeune qui qui finit son cursus en étant confident et sûr du futur parce que les opportunités sont là. Across all the four discussions, there was remarkable alignment where we were discussing access and inclusion, progression and completion, teachers and pathways to work. We kept coming back to that same fundamental idea. Education must lead to opportunities. That's what we heard from young people. It's what we heard from participants, and it's what we heard from all of you. The encouraging news is that there was no shortage of ideas in the room. The challenge before us now is turning these ideas into action. Because young people are not waiting for us to get it right, they are already making the transition from school to adulthood. Our responsibility is to ensure that the system supports them are ready for their journey. Alors, de façon générale, après toutes les discussions qui ont été faites, les discussions avec les jeunes, les discussions dans les groupes, tout ce qu'on retient, c'est qu'il est de notre devoir de mettre en place des systèmes qui vont permettre d'assurer la transition vers le travail, de travailler ensemble et de s'assurer qu'on a les moyens justement de mettre tout ça en œuvre. Voilà de façon résumée. Thank you very much. Alors, du coup, we're going to change the program again. We're going to go for a tea break. 15 minutes, 1-5. We'll all be back in the room 5 to 11. If the gods are with us, on fait le panel. If the gods are not with us, we debrief. We will adjust after the tea break. So now, tea break, 15 minutes, 1-5. Pause café, 15 minutes. Tout le monde de retour dans la salle. Dans 15 minutes, s'il vous plaît. So I'm here to present outcomes of the Education Research Impact Working Group that happened yesterday afternoon. I must say that that room was full of people and energy, and maybe it's because when we discuss about the progress we are making, whether it's about capital or whether it's about learning outcomes, then it's all about data and how efficiently we are able to generate data and translate that into evidence that informs decisions. So we thank the 35 people that showed up in our room and contributed with such enthusiasm and generosity. We started by asking people, what are you excited about when you think about knowledge?
and progress on the African continent. So some of the things that came up included the long-term orientation, that we're not talking about 3 years, or 5 years, but thinking long-term, because that orientation presents a better promise, favoring impact of research, not just publications and being happy that we have published, but showing and demonstrating the impact of research on schools, on communities. Then third, an affirmative action that includes Francophone and Lusophone Africa, beyond just an Anglophone Africa conversation. The shift from a deficit to an opportunity orientation and mindset, we have had that repeatedly. And lastly, the whole aspect around decolonizing research to prioritize local knowledge needs and African perspectives. Several opportunities and actions were highlighted and almost promised. One was around fostering collaboration between researchers and policymakers. And so we have had collaboration here. How do we have university stepping down and policymakers stepping up and meeting to work collaboratively? Establishing a community of practice that brings together all stakeholders, and I'll finish with that point. Focusing on institutional reforms to support research, so beyond individuals, to strengthening institutions. Contextualizing education research for more relevant solutions. Incentivizing African researchers that are working towards impact. Making African research visible, because we explored that a lot of Africa's knowledge is hidden in grey literature and unpublished material, which is a big concern. And making this knowledge count in both policy and practice. The need to increase research funding, so funding not just interventions, but also the research that goes with them. And lastly, an African Knowledge Conference as a sharing and learning platform. We spent half of the time mapping assets and resources on the continent. We recognized that we are not building a new movement. This continent is known for knowledge generation over centuries. When you think about places like Timbuktu, and others, even where we are here, Sheikh Anta Diop, the knowledge generation has been a culture, but how do we harness it? How do we revitalize it? So some of the programs and initiatives we mapped included the rich network of African universities and academia, national research funds and foundations, and we thank countries that are continuing to establish research funds, because without government funding research, then the progress cannot be realized. That we mapped Africa diaspora, and we've had that point here about diaspora remissions, and how we have an emphatic diaspora that could be harnessed to support in a more coordinated way. We mapped regional agencies and initiatives, many of them, including one that is co-hosting this conference, ADEA, the Africa Association of Universities, AAU. We have one in East Africa, IUCEA, we have ARUA. Here in Dakar, we have Codesria, the Council for Development of Social Science Research. We have Australia in Addis Ababa, and others, including NAIRA and the Africa Economic Research Consortium. We mapped also regional and national funded long-term projects and programs, including flights that we have heard about here, the Africa Evaluation Association, the Africa Fellowship in Education Program, AFEP, West African Centers of Excellence, and other institutions that present potential. We mapped existing conferences, and again we have regional conferences that include the SAERA, Southern Africa Education Research Association Conference,
the East Africa Community Education Conference that is biennial, the Confemen Conference, ISADA in Ghana, Flex, WAPEC, and others. We also have many national conferences that I need not list, but as Africa, I think that ancestral intelligence, I think part of what we have inherited is a very oral culture and talking. And the question is always, how do we move from talking to doing? And translating the conferences and the many meetings we hold to actions in real practice. That I think remains a challenge. We mapped databases and journals that are on the continent, including the African Journals Online, AJOL, the African Research Connect, Ubuntu Net, that is trying to set up repositories and hardcore computing and networking infrastructure to make our research and knowledge more visible. The Le Monde de l'Éducation, the FASTEF, the South African Journal of Education. We identified several journals and databases that have potential to increase our visibilities. We mapped also funders and sources of financing for research, including the national research funds and foundations, bilateral agencies, international private foundations, many of whom are in this room, domestic private sector and family foundations, and also Africa diaspora. We mapped also champions. I wouldn't need to go to that. There were 5 reflections and early commitments that I end up with. One is that members welcome the idea of a long-term initiative to revitalize education research on the continent. That the touch goal, the project orientation hasn't served as well. And so what we need to do is build on that, on those assets, and think long-term. Second, is a call to ensure that this is truly an African initiative which tackles the language divides, the inclusion of all the blocks on the continent, and having countries move at their own pace and contextualizing this to every country and what makes sense for them. That is a call for building on what we have already to ensure that what we are building and establishing can be sustained in the long term. Then we welcome the inclusion of government as a funder and collaborator and focusing on African philanthropy and Africa diaspora. And then lastly, we thanked the Yidan conference, the Yidan Prize for this opportunity, because we feel that this is the first time this conference is held on the continent. And the feeling in the room was that we don't think this conference is going anywhere. So Bruce, I think you will continue with what you do normally, but Mamadou, I see Mamadou agreeing that this will remain in Africa and might be the foundation of a knowledge convening that can include our universities, our knowledge communities to harness the knowledge and inform practice, but also have a way of monitoring the progress we are making in our education in the long term as giving feedback and informing progress. Thank you. Thank you so much, Jalugo. Woohoo! Applause. Good afternoon. My name is Jocelyn Kirezi. I come from VDOB. I'm representing an initiative called African Center for Scholarship, which we are implementing together with ADEA and Education Sub-Saharan Africa and FAO, with the support from the Mastercard Foundation. I will be presenting on behalf of the group who had the charge to think through how we can better support the people who are the center of advancing education, which are teachers and school leaders. So you will allow me to briefly talk about what we discussed. I will also
share what we thought that are the key principles for scaling up, or the key factors, and then I will give you some key recommendations that we were able to discuss. So starting with the group who were talking about leadership, we started with the panel, which was including myself, where I was talking about the initiative of the African Center for School Leadership, which brings together the aspect of policy, professional development, and research around school leadership. And we reflected mostly around that the needs to have a more ecosystem. Professional development alone doesn't create enough environment for school leaders to thrive. So we see it as a more an approach to include everyone and to share these practices. And another panel was around women. How do we promote women leaders? And also, it was also shared by the WILL initiative, where they shared the research around the key factors actually that made women thrive in their work, and of course reflecting on the challenge to address the changes within the schools. The last point was also shared by IEPA from UCC in Ghana, where they are exploring an aspect of engaging what they are called retired but not tired leaders in education to support professional development. So they bring in education leaders to really advance and share the expertise in terms of leading the schools. So what did we say that are the key factors for scaling up? It starts from one, making sure that school leadership is not really an add-on. We need to consider it as a separate profession, and also requiring specific skills and attitude and competences that are required to be able to advance education. Another point was that for professional development programs, when they are standalone, like one training here and there, they are not quite effective. So we see there's more potential in terms of strengthening the profession through professional networks and the community of practices within their environment. And then the last point, we see that that's actually the way to go, is to ensure that we create a system where the districts and the sectors, they are there to support the school leaders in their day-to-day activities. And of course, the last point, which is also related to creating more equitable, balancing, and accessible leadership, is around the clarity in terms of recruitment processes, making sure that we say, if you are a teacher, what do you need to be accessing leadership, and so on. So what are we recommending? We see that there is a clear potential in terms of making sure that we institutionalize this structure, these mentorship and coaching structures. And then the second point is around making sure that we separate leadership position from career ranks. We will recognize that every teacher doesn't really necessarily need to end up as a leader. But how do we make sure that we both support them in their career pathway, whether they decide to remain in the academia or they decide to go to the leadership positions? And the last point was also around making sure that we share our learnings, what works, what doesn't work, and also we continuously share this to inform what is happening at the policy level and the professional development. Now sharing on what the focus on teacher professional development was talking about, we learned a lot from the UNESCO IIEP, what they are doing around coaching and mentorship, and then the initiative of Learning Generation, where they are engaging again middle tiers into supporting the teacher professional development. And the regional teacher initiative, where they were sharing how they are mobilizing different people from the continent to really engage in terms of advancing teacher professional development for teachers. So some key things that came up from the three panels, it was that
there is a need to co-create together. Not every one institution can be able to provide the right support to teachers. It's all about how we bring everyone all together to address the same challenges. And of course, the need to strengthen middle tier education, and lastly, making sure that we use data, or we try to understand what teachers need in their context to try to develop the right professional development. What is needed for scaling up? I think two main things that came up is that we need to make sure that we already design the stages throughout, like what do we need at pilot stage, what do we need at the implementation, and then what do we and how do we scale the initiatives. And of course, ensuring that we are connecting everyone, including researchers, different partners, and also we make sure that all the resources are brought together, including, of course, the main people which will be the government. So lastly, what were the key recommendations? I think the first thing was around ensuring that in-service professional development is at the core component. Making sure that we adapt professional development which is mostly closely aligned with what is happening in the classroom and also what does the learners need. And the second point was to ensure that beyond all this, we strengthen the teacher motivation, making sure that their environment is quite incentive to be able to deliver the right quality of education that we need. And lastly, again, also linked with the use of data, ensuring that we document different teaching practices and we translate this into knowledgeable products and policy brief that can be shared all throughout. And the last thing is to make sure that there's a clear link between teacher professional development and improvement in terms of quality of education. So on behalf of the group, this is what we were able to discuss, and I thank you very much. Thank you so much, Jocelyn. Thank you so much. Jocelyn knows how to manage a moderator. She says lastly, so I'm like, yes, she's on time. No, she's not. No, she's on time. Yes, well done. You manage me well. So thank you very much, Jocelyn. Now, last but not least, Nasita Fofana is going to report for group number 5 on AI and edtech. Thank you, Nasita. Applauses. Bonjour à tous. Donc, je suis la rapportrice du groupe qui a travaillé sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Donc, je vais parler en français, mais j'ai des slides en anglais, si elles s'affichent. Ça ne s'affiche pas, mais j'ai des slides en anglais quand ça arrivera. Donc, déjà, le thème de notre groupe, c'était intelligence artificielle et éducation. Donc je vais un peu parler des participants, notamment des panélistes, et de la manière dont ça s'est déroulé. Et puis ensuite, je reviendrai sur les recommandations clés que nous avons retenues. Donc c'est une session qui a commencé par un panel qui a été composé de plusieurs personnes, notamment de la modératrice du panel, c'était la fondation Gates, Clio, qui a été remplacée par Jawad. On a eu aussi des représentants d'organisations, que ce soit en Inde, on a eu Pratam, Nishant, on a eu Fabia et Mathias, du côté de ID Insight, on a eu Karimou, on a eu Bamtou aussi, qui est une entreprise technologique au Sénégal, Mohamed Mustafa, et enfin Sherjob, du côté d'Arène. Donc on a commencé par un panel, puis s'en est suivi des démonstrations d'outils IA, des choses qui seront dans l'éducation, et enfin on a fini par des groupes de discussion. Le thème c'était quels sont les outils les plus prometteurs aujourd'hui et quels sont les choses, les standards de sécurité, les safeguards qu'on doit mettre en place pour pouvoir les déployer à grande échelle. Donc l'idée générale, c'était qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est partout.
l'Afrique n'est pas épargnée, l'éducation n'est pas épargnée. Et on réfléchissait à comment utiliser l'intelligence artificielle au service des apprentissages fondamentaux. Quelle est la meilleure manière de le faire? Et on a évoqué bien sûr les potentialités, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais on est aussi revenu sur quelques risques qu'il fallait garder en tête. Donc on est revenu avec 5 recommandations sur lesquelles je vais revenir. Donc une des participantes de notre groupe de discussion a fait une intervention. Elle nous a dit que dans certains pays, notamment comme la Suède, on enlevait l'intelligence artificielle. Donc on voyait l'intelligence artificielle comme un risque, notamment les écrans, le fait que ça avait aussi des incidences négatives sur tout ce qui était critical thinking, donc le raisonnement critique. Et elle nous a demandé pourquoi, pas pourquoi on le faisait, mais est-ce que c'était quelque chose qui nous était venu à l'esprit également. Et donc là, il a fallu qu'on explique qu'en fait, dans nos pays, les cas d'usage ne sont pas exactement les mêmes. On n'est pas dans les mêmes situations budgétaires qu'un pays comme la Suède peut l'être. Donc dans nos pays aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour aider par exemple des réformes qui sont en cours. Au Sénégal, il y a une réforme bilingue qui est en cours, qui est le MOHEPS, dont vous avez certainement dû entendre parler. Et il est question d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les enseignants avec le renforcement linguistique. Donc prononcer des mots, ou alors mettre à disposition du contenu pédagogique. Une autre chose, c'est qu'on produit actuellement du matériel dans plusieurs langues. C'est un travail qui est en cours, qui se fait progressivement, et ça demande beaucoup de ressources. Donc ici, l'intelligence artificielle est utilisée pour accélérer le processus de production dans un contexte où les ressources sont restreintes et les budgets sont restreints. Donc juste pour recontextualiser, il y a différents cas d'usage pour l'intelligence artificielle et on ne vise pas directement les élèves toujours, ça peut être des enseignants à travers lesquels on essaye de cibler l'élève. Donc la première recommandation, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut toujours commencer par les salles de classe et designer les solutions avec les enseignants. C'est très important, donc les solutions IA les plus convaincantes dans le secteur de l'éducation, ce ne sont pas les plus sophistiquées ou les plus belles et les plus attractives visuellement, ou les plus innovantes, c'est vraiment celles qui résolvent un véritable problème et celles qui sont faites pour répondre à un véritable besoin. Il y a un des panélistes, je pense que c'était Mathias, qui nous a partagé une anecdote au Rwanda, où il a eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Éducation. Il lui a demandé comment introduire un outil IA dans les classes. On lui a répondu, c'est pas à moi de vous donner la réponse, c'est aux enseignants. Si les enseignants le veulent, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On a observé aussi la même chose au Sénégal. C'est très important de travailler d'abord avec les enseignants. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième recommandation, c'est tout ce qui est équité. Et notamment essayer de cibler les personnes qui en ont le plus besoin et de ne laisser personne de côté. L'intelligence artificielle doit être une opportunité d'adresser le problème des inégalités et pas les renforcer. Il y a eu quelques discussions dans notre groupe de travail et certaines personnes ont mentionné le fait qu'il fallait faire en sorte que l'IA ne favorise pas certains enfants au détriment d'autres. Il faudrait que ça aide à bridge the gap, à mettre tous les enfants à la même hauteur et surtout donner les mêmes chances à les enfants. Donc il y a des questions d'équité. Et ces questions d'équité-là vont jusqu'aux langues nationales. Quand on prend l'IA, il y a des langues qui sont plus documentées que d'autres. Et c'est aussi important de ne pas créer des différences trop importantes selon ces langues nationales-là. La troisième recommandation, c'était les langues nationales. Aujourd'hui, l'IA parle très bien l'anglais, très bien le français. Il y a des langues qui sont très documentées, et puis nos langues africaines le sont beaucoup moins. Donc, un des points qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la nécessité d'investir dans les langues nationales pour avoir des IA qui sont plus performantes. Ça a été aussi vu comme une limite actuelle du modèle. Il y a un des panélistes qui disait qu'aujourd'hui, il y a des langues qui sont très bien documentées, les langues africaines le sont un peu moins. Il disait qu'on avait raté la première vague, le bus, pour avoir autant de ressources disponibles sur le net, mais qu'il ne faudrait pas qu'on rate cette seconde vague de l'IA et qu'on soit prêt à prendre le bateau pendant qu'il est là.
On invite vraiment tous les acteurs de l'écosystème à investir dans tout ce qui est langue nationale. Ensuite, le rôle du gouvernement aussi est revenu. Le gouvernement doit avoir un rôle clé, ça doit être les leaders, et ils ne doivent pas hésiter à mettre en place, on a parlé de sujets de souveraineté et de garde-fou, c'est très important. Quand on parle de l'éducation, il y a, comme je l'ai dit, les gouvernements ont un rôle clé, les ministères de l'éducation doivent être à la table, il ne faut pas qu'ils hésitent à fixer des règles, que ce soit par la manière dont les données vont être utilisées, vont être storées, vont être contrôlées. C'est le moment pour aussi les États de mettre leurs règles, mettre le cadre pour utiliser les données. Et bien sûr, il y a toute la question de valider les données, s'assurer que ce sont des données de qualité. Et puis il y a eu une autre chose aussi qui a été beaucoup discutée, c'est la nécessité d'avoir des solutions qui sont localement, qui sont créées localement, qui existent localement, qui ne sont pas faites par des entités extérieures et qui sont des solutions vraiment locales que les ministères, le pays peuvent vraiment soutenir sur la durée. Et own, en français je cherche encore mes mots pour ça, mais vous l'avez compris, le gouvernement est vraiment clé. Enfin, la dernière recommandation, c'était tout ce qui avait attrait à la qualité et surtout faire attention avant de passer à l'échelle, d'avoir un produit qui a été testé et ça aussi implique des questions de coût. On veut tous avoir des outils qui atteignent des millions de personnes, mais il est très important de les tester et de les tester pour s'assurer qu'ils répondent à un véritable besoin, encore une fois. Et ça demande un coût financier qu'il faut prendre le temps dans lequel il faudrait investir. Et puis, toujours s'assurer aussi que les outils qu'on propose, les outils IA, sont adaptés au contexte local, de bonne qualité, etc. Donc c'est tout ce processus-là qui peut prendre du temps et qu'il faut s'assurer de suivre avant de passer à l'échelle et pas suivre les tendances. Voilà, donc enfin, le dernier mot, c'est qu'on a aussi réfléchi à la question de ce qu'on ne devait pas oublier, ce qui devait être central. Finalement, la technologie, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est le but final qu'on veut atteindre. Et ça reste les apprentissages fondamentaux. Donc on ne doit jamais oublier ça, que c'est à la fin de la journée, un outil IA est efficace s'il peut répondre à la question est-ce que ça a aidé les enfants à apprendre d'une meilleure manière. Si la question est oui, nous avons atteint notre objectif, et si c'est non, bien sûr, on n'a pas atteint. Donc il ne s'agit pas seulement de est-ce que les enseignants ou les élèves pour lesquels on fait les outils utilisent nos outils, est-ce qu'ils apprennent. Il faut toujours garder en tête, est-ce que j'atteins mon objectif final qui est les apprentissages fondamentaux. Il y a un framework, un cadre de pensée qui a été pensé par Agency Funds et qui essaye d'évaluer les outils IA qui peuvent exister aujourd'hui. Et il y a 4 questions, 4 niveaux d'évaluation. Le premier, c'est est-ce que le produit marche? Donc, est-ce que la solution que je développe est fiable? C'est plus le niveau test. Deuxième niveau, c'est est-ce que les utilisateurs utilisent mon produit? Est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement utile de leur côté, qui fait qu'ils les utilisent? Le troisième niveau, c'est est-ce qu'ils changent de comportement? Est-ce que grâce à ces outils-là, ils vont changer leur manière d'enseigner, par exemple, pour les enseignants, ou d'apprendre pour les élèves? Et enfin, quels sont les résultats au niveau des apprentissages fondamentaux? Est-ce que les élèves progressent? Est-ce que les élèves apprennent plus? Donc voilà, ce sont des questions clés qui ont été discutées pendant notre groupe de travail. Et voilà, je vous remercie.